Salut tout le monde, on commence ensemble le chapitre numéro 3 sur l'optique ondulatoire. Je suis content d'être rendu là, on commence vraiment à aborder des sujets qui vont nous amener vers la physique moderne, qui est l'accomplissement ultime de notre troisième cours de physique. Dans ce cours-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer vraiment à parler des propriétés ondulatoires de la lumière. Il y a une des grandes questions qui a habité les physiciens pendant des siècles, c'est est-ce que la lumière est plutôt une onde ou plutôt une particule? Le chapitre numéro 3 au complet s'appelle optique ondulatoire. Optique ondulatoire, optique ça veut dire lumière, ondulatoire ça veut dire onde. Fait qu'il y a un petit spoiler dans le nom du chapitre, vous vous doutez bien que si on a un chapitre au complet qui parle des propriétés ondulatoires de la lumière, c'est parce que la lumière est une onde. Fait que ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'être capable de dire comment on fait pour déterminer si la lumière est une onde ou une particule, qu'est-ce que les ondes ont de spécial comme propriété qui nous permet de déceler que quelque chose est une onde. Dans le chapitre numéro 1, on a beaucoup parlé de c'est quoi une onde, on a parlé des ondes sonores, des ondes dans une corde, dans un ressort, ce genre de choses-là. Puis on a parlé de certains phénomènes qui se produisent avec les ondes. On a décrit les ondes progressives sinusoïdales, on a parlé des ondes stationnaires, on a parlé de l'effet Doppler, on a parlé du phénomène de battement. Il y a certains de ces phénomènes-là qui sont possibles juste pour des ondes. Par exemple, la réfraction est un phénomène qui s'explique beaucoup mieux par la nature ondulatoire de la lumière que par la nature corpusculaire, même si c'est pas impossible de l'expliquer avec des particules. Mais il y a d'autres phénomènes qui s'expliquent vraiment juste avec la propriété ondulatoire de la lumière. Fait que regardons un peu ensemble le PowerPoint qui est associé aux notes de cours, puis on va être capable de déceler un principe fondamental qui s'applique uniquement aux ondes, qui va découler sur deux phénomènes qu'on va être capable d'observer puis de mesurer directement en laboratoire. On y va avec le PowerPoint pour la section 3.1, la nature ondulatoire de la lumière. Ça, c'est une section qui est pas très lourde sur les équations, c'est vraiment plus sur les principes fondamentaux qu'on va s'attarder. La première chose, c'est onde versus particule. La grosse différence qui va nous permettre de distinguer les deux, c'est que les particules, quand deux particules se rencontrent, ils vont faire des collisions. J'ai mis l'exemple avec une table de billard parce qu'on sait que quand deux boules de billard se rencontrent, ils vont se cogner, puis ensuite leurs directions vont être changées. Fait que si j'ai une boule de billard bleue qui rencontre une boule de billard rouge, on sait que quand ils vont se rencontrer, ils vont pas comme se superposer pour devenir une boule mauve puis ensuite continuer leur chemin. Ils vont se cogner puis changer de direction. Les ondes, par contre, eux obéissent au principe de superposition qu'on a déjà vu dans la section 1.11 la première fois qu'on a vu ça. Le principe de superposition, c'est que quand différentes ondes se rencontrent, la déformation totale du milieu de propagation va s'additionner, puis ensuite les ondes vont tout simplement continuer leur chemin. Fait que quand j'ai deux vagues sur l'eau qui se rencontrent, à l'endroit où est-ce que les deux vagues se rencontrent, je vais peut-être avoir comme une élévation de l'eau encore plus grande, mais après les ondes vont juste continuer. Quand j'ai des ondes sonores qui se rencontrent, si vous êtes en train de parler avec quelqu'un en face de vous, puis qu'il y a une autre discussion qui se produit comme ça, le son va pas rebondir puis comme s'étaler dans plein de directions, les ondes se superposent et continuent leur chemin. Fait que si on veut être capable de montrer que la lumière est une onde, il faut montrer que quand j'ai par exemple différents rayons lumineux, ils vont se superposer plutôt que entrer en collision. Il existe deux expériences importantes qui permettent de montrer que la lumière fait bien de la superposition. Il y a un phénomène qu'on appelle la diffraction, puis un phénomène qu'on appelle l'interférence. Je vous montre rapidement de quoi il s'agit, puis c'est les deux phénomènes qu'on va vraiment analyser à fond pendant tout le long du chapitre numéro 3. Je commence par les présenter brièvement, puis ensuite on va plus dans le détail dans nos différentes sections. Premièrement, la diffraction. La diffraction, c'est quelque chose qui se produit quand une onde rencontre une ouverture ou un obstacle relativement petit. Je vous montre avec les schémas. Donc sur le premier schéma, qui est ici, j'ai une onde, ça c'est représenté par des fronts d'onde ici. Des fronts d'onde à la verticale, ça veut dire que j'aurais une onde sinusoïdale qui serait quelque chose comme ça. Là, sur mes fronts d'onde, j'ai les maximums de mon onde sinusoïdale. J'avais montré ce genre de choses-là quand on avait fait l'effet Doppler, par exemple. Fait qu'ici, j'ai une onde progressive sinusoïdale qui se déplace vers la droite. Puis quand mon onde rencontre une ouverture, comme j'ai une vague, il y a un mur qui bloque la vague, sauf un trou dans lequel la vague peut entrer, si l'ouverture est très grande, la vague va juste continuer tout droit, sauf aux endroits où est-ce que la vague est bloquée. C'est un comportement normal, des particules se comporteraient exactement de cette même façon-là.
Si par contre l'ouverture est très petite, au lieu que l'onde fasse juste continuer tout droit, l'onde va aussi avoir tendance à s'étaler puis à faire la forme d'un cône. Ça, c'est une des manifestations du phénomène de diffraction. Il y en a d'autres aussi, on va les expliquer un petit peu plus tard. Une autre chose aussi, c'est quand la lumière rencontre un obstacle. Si l'obstacle est très grand, la lumière qui est derrière l'obstacle va tout simplement être bloquée. Mais si l'obstacle est relativement petit, vous voyez que la lumière, ça va comme se refermer ici, puis ça va pouvoir faire un point lumineux au centre de l'ombre de l'obstacle. On va y revenir à ce sujet-là aussi. Le deuxième phénomène, c'est vraiment celui qu'on va analyser beaucoup plus en détail dans la section 3.1, 3.2, 3.3. C'est celui qu'on analyse en premier. C'est le phénomène d'interférence. Pour avoir de l'interférence, ça prend deux ondes lumineuses, deux ondes en général. Puis les deux ondes vont interférer une avec l'autre. Quand j'ai deux ondes sinusoïdales qui sont dans le même milieu de propagation, les deux ondes vont se superposer. C'est ça qu'on essaie de montrer ici. J'ai deux ondes différentes. Là, je les ai pas tracées une par-dessus l'autre parce que sinon, on pourrait pas vraiment les distinguer. On les a tracées une en dessous de l'autre. Mais imaginez ça comme deux ondes différentes qui sont dans le même milieu de propagation. Deux vagues dans l'eau, deux ondes sonores simultanées. Ils ont la même fréquence, la même longueur d'onde, la même vitesse de propagation, la même amplitude. Puis, ils sont aussi la même constante de phase. Ici, on va dire que les deux ondes sont en phase parce que leur maximum et leur minimum sont parfaitement synchronisés. Les maximums d'une onde puis les maximums de l'autre onde et leur minimum aussi arrivent en même temps au même endroit. Ce que ça produit quand je fais la somme de ces deux ondes sinusoïdales-là, c'est aussi une onde sinusoïdale avec une amplitude deux fois plus grande. Ça, c'est des ondes progressives, les deux se déplacent dans la même direction. Quand j'additionne ces deux ondes-là ensemble, ça me fait encore une onde progressive qui a juste une amplitude deux fois plus grande. On parle ici d'interférence constructive parce que les deux ondes viennent un petit peu s'entraider à créer une onde résultante deux fois plus grande. Fait que si j'ai deux ondes sonores de même fréquence qui se déplacent dans la même direction, à 400 Hz par exemple, ça va juste faire un son qui est comme deux fois plus fort, qui a une deux fois plus grande amplitude. L'autre scénario à droite ici, c'est de l'interférence destructive. Les ondes maintenant sont plus en phase. Il y en a une qui est légèrement en retard par rapport à l'autre. Regardez, l'onde du bas est plus synchronisée avec celle du haut. Cette fois, le maximum de l'onde du haut correspond à un minimum de l'onde du bas. Puis un minimum de l'onde du haut correspond à un maximum de l'onde du bas. Fait que quand je vais additionner ces deux ondes-là dans le même milieu de propagation, il y en a une qui va me donner par exemple un plus l'amplitude, l'autre moins l'amplitude. Il y en a une qui tire le milieu de propagation vers le haut, l'autre qui tire le milieu de propagation vers le bas. Ça veut dire que le milieu de propagation, il est pas du tout dévié. Il y a comme pas d'onde résultante. Si on parlait de la surface de l'eau resterait parfaitement calme ou la corde resterait parfaitement horizontale. Ça, c'est deux scénarios extrêmes. Soit les ondes sont comme parfaitement synchronisées en phase, ou soit ils sont parfaitement désynchronisés en antiphase puis font de l'interférence destructive. Mais il y a évidemment un paquet de scénarios intermédiaires entre ces deux scénarios-là, où est-ce que c'est ni de l'interférence comme parfaitement constructive, ni parfaitement destructive. On va commencer plus par s'intéresser aux deux cas extrêmes de l'interférence constructive et destructive. On va juste essayer de dire c'est quoi le retard d'une onde par rapport à l'autre qui fait en sorte qu'on peut avoir de l'interférence constructive ou destructive. C'est ici que va apparaître dans le fond la seule petite formule qu'on a dans ce chapitre 3.1, sauf que cette équation-là va revenir à plein d'endroits dans nos prochaines sections, fait qu'elle est quand même importante. Je vais vous expliquer plutôt rapidement le principe puis l'équation, parce qu'après ça, je veux faire un exemple, l'exemple 3.1, le premier exemple, puis lui, je vais le faire super en détail pour qu'on comprenne vraiment bien les notions qu'on va devoir appliquer pendant tout le chapitre. Fait que je vous le présente rapidement, puis ensuite on fait un solide exemple ensemble. La raison pour laquelle deux ondes peuvent être en phase ou en antiphase, pourquoi il peut y avoir un décalage un par rapport à l'autre, on va commencer par imaginer deux sources d'ondes. Ici, Séguin dessine les sources d'ondes comme des petits hexagones qui sont ici. Fait que ça, c'est deux sources d'ondes différentes. Source numéro 1, source numéro 2, des sources d'ondes ponctuelles qui envoient des ondes comme dans toutes les directions. Disons que c'est, mettons, l'émetteur 1 puis l'émetteur 2. Ici, au point P, je placerai un récepteur, quelqu'un qui reçoit
l'onde? Ben, mes deux sources, initialement, je vais dire que mes deux sources sont synchronisées. Ça veut dire qu'elles émettent leur maximum puis leur minimum simultanément. C'est pas obligé d'être toujours le cas, mais on va pas mal travailler dans des situations où est-ce que c'est le cas. Fait que j'ai deux sources synchronisées. Ces deux sources-là envoient des ondes. Mettons qu'ils partent à 0 comme ça. Les ondes ont une certaine longueur d'onde. Ça fait des beaux sinus comme ça. J'ai essayé de les dessiner avec la même longueur d'onde, mais mon dessin n'est pas terrible. Ben, les deux ondes ont une distance différente à parcourir pour se rendre au point P. On l'a représenté comme R1 et R2, puis on voit que l'onde qui vient de la source numéro 2, ben, elle a une distance plus grande à parcourir parce qu'elle est plus loin du point P, tout simplement. Fait que mon onde numéro 2 va arriver en retard parce qu'elle a une plus grande distance à parcourir. Quelle distance elle a à parcourir de plus? Ben, on a tracé comme une petite ligne ici pour faire un triangle isocèle avec ce côté-là qui est congru à ce côté-là, deux côtés pareils. Puis on voit que ce qui dépasse ici, le trajet supplémentaire que l'onde numéro 2 doit parcourir, ben c'est ce petit segment de ligne-là. On le représente par la lettre grecque delta. Ça ici, c'est un delta minuscule. Un delta majuscule en grec, c'est ce fameux symbole, le triangle que vous connaissez. Ben ça ici, c'est juste un delta minuscule. Delta minuscule, on va l'appeler la différence de marche. Comme si mes ondes devaient genre marcher pour se rendre de la source au point où est-ce qu'on reçoit l'onde. La différence de marche, c'est vraiment la différence entre les deux trajets à parcourir. C'est R2 moins R1. On n'a pas de valeur absolue ici parce que vous allez voir que dans les maths qu'on va faire, ben des fois on pourra avoir des différences de marche négatives. C'est pas un problème. Donc fondamentalement, la formule pour la différence de marche est super simple, c'est juste une soustraction. Puis après, ben, pour calculer R1 puis R2, on va des fois avoir à faire par exemple le Pythagore là, pour avoir la diagonale. Ça sera pas tellement plus compliqué que ça. Maintenant, l'enjeu clé de la section 3.1 pour l'interférence, c'est quelles différences de marche vont produire de l'interférence constructive et quelles différences de marche vont produire de l'interférence destructive. Pour avoir de l'interférence constructive, ici, je vois que mes deux ondes sont parfaitement synchronisées. Ça veut dire que si la différence de marche était tout simplement de 0, ben mes deux ondes partent synchronisées, mes deux ondes vont arriver au point d'arrivée encore synchronisées. Fait que si j'ai une différence de marche de 0, mes deux ondes sont parfaitement synchronisées, parfait, j'ai de l'interférence constructive. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres possibilités aussi. Si ma deuxième onde, imaginez qu'elle arrive en retard parce qu'elle a une plus grande distance à parcourir, mais que la distance qu'elle doit parcourir de plus correspond à exactement une longueur d'onde. Fait qu'elle va arriver comme un cycle complet en retard. Fait qu'imaginez que ici c'est le point d'arrivée, puis je prends cette onde-là, puis je la comme décale de un cycle complet. De quoi elle va avoir l'air, mon onde? Si je la recule d'un cycle au complet, elle va avoir l'air d'exactement la même chose. L'onde est périodique. Si je la décale d'un cycle vers l'avant ou vers l'arrière, elle va être encore identique. Fait que je vais encore avoir de l'interférence constructive. Ça veut dire que si cette onde-là est en retard de une longueur d'onde, j'ai de l'interférence constructive. Si elle est en avance d'une longueur d'onde, donc mon retard serait moins lambda, j'ai encore de l'interférence constructive. Si j'étais en retard de 2 longueurs d'onde, j'aurais encore de l'interférence constructive. En général, la formule va être celle-ci. La différence de marche maximum ici, c'est plus pour dire interférence constructive. Donc les différences de marche qui vont produire de l'interférence constructive, il faut que ça soit des multiples entiers de la longueur d'onde de notre onde. Fait que M ici, c'est un élément de Z, les nombres entiers, fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5, et les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. M doit être un nombre entier. Donc ça, c'est pour l'interférence constructive. Pour l'interférence destructive maintenant. Ici, le retard de mon onde correspond à la moitié d'une longueur d'onde, la moitié d'un cycle pour les distances. Fait que mon retard est une demi-longueur d'onde, ça veut dire que quand j'avais un maximum sur un maximum, je recule d'une demi-longueur d'onde, maintenant j'ai un maximum sur un minimum. Ça produit de l'interférence destructive. Fait que si ma différence de marche est une demi-lambda, j'ai de l'interférence destructive. Ben maintenant, celle-là en bas, ok, elle est une demi-longueur d'onde en retard. Mais si elle était une demi-longueur d'onde
plus un cycle complet, plus une longueur d'onde complète, ça reviendrait au même. À partir de ce moment-là, je peux juste ajouter ou soustraire une longueur d'onde, ou 2 longueurs d'onde, ou 3 longueurs d'onde. Autrement dit, je peux ajouter ou soustraire m longueurs d'onde. Pour avoir de l'interférence destructive, il faut que la différence de marche soit égale à une demi lambda plus m fois lambda, ou m plus une demi fois lambda si je factorise ma longueur d'onde. Encore une fois, m doit être un nombre entier. Ok, ça c'est tout pour ce qu'on avait à voir en termes d'équation pour la section 3.1. Inquiétez-vous pas si vous n'êtes pas encore comme 100% capable de bien visualiser ce qu'on vient d'expliquer. Je vais faire des vidéos avec des animations là, pour vraiment bien intégrer ça. La dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo d'introduction, c'est que je suis allé au laboratoire pour faire l'expérience, pour montrer est-ce que la lumière fait vraiment de la diffraction puis de l'interférence. Pour être capable de voir ça, il faut que j'envoie un rayon de lumière dans soit une seule ouverture très fine pour tester la diffraction, ou dans 2 ouvertures, 2 fentes, une à côté de l'autre, pour tester l'interférence. Je vous montre le résultat, puis cette expérience-là démontre hors de tout doute la nature ondulatoire de la lumière. Ok, voici le montage de l'expérience. Dans ce montage-là, en fait, j'ai construit 2 montages. J'ai un montage avec un laser, j'ai un masque. Ici, j'ai mon laser, ici, j'ai mon masque sur lequel il va y avoir une ou plusieurs fentes. Puis au bout là-bas, j'ai mon écran qui va recevoir la lumière. J'ai construit ce montage-là 2 fois. Le laser a une longueur d'onde de 650 nanomètres, c'est ce qui détermine sa couleur. Ici, la double fente que je vais utiliser, elle a une largeur, chaque fente a une largeur de 0.04 mm. La distance entre les fentes, c'est 0.50 mm. Sur mon autre montage, j'ai utilisé la même largeur de fente, 0.04 mm, mais cette fois la distance est un peu plus courte, 0.25 mm. On va voir qu'est-ce que ça fait comme différence et on va l'étudier plus en détail un peu plus loin. Je vais fermer les lumières pour qu'on voit mieux le laser. Et on est prêt à faire l'expérience. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est allumer le laser, regarder le résultat. Et voilà, j'ai allumé les 2 lasers, on zoome un peu, et voilà qu'est-ce qu'on voit. Je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de regarder, puis comment ça confirme la nature ondulatoire de la lumière. On va s'approcher un peu pour voir comme le schéma en un petit peu plus gros, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui est de la diffraction puis qu'est-ce qui est de l'interférence dans ce qu'on est en train d'observer. Donc chacune de ces lignes verticales-là ici est ce qu'on appelle un patron lumineux. Dans le fond, c'est l'effet de la lumière qui arrive sur l'écran. Ça, c'est le patron lumineux pour les distances interfentes de 0.50 mm, puis ici, c'est 0.25 mm. Il y a 2 phénomènes que j'observe ici. Je vais commencer par parler de l'interférence. L'interférence, c'est ça qui fait en sorte que je vois plein de petits points lumineux ici. Tous ces points lumineux-là sont des maximums d'interférence. En fait, le maximum d'interférence est comme au centre du point lumineux. Dépendamment de où est-ce qu'on se situe sur l'écran, ma lumière qui provient de mes 2 sources, la fente du bas et la fente du haut, va devoir parcourir une distance différente pour se rendre jusqu'au point qui m'intéresse dans l'écran, par exemple jusqu'à ce point-là. Il va y avoir une source de lumière qui va arriver en retard par rapport à l'autre, il va y avoir une différence de marche. Des fois, la différence de marche va produire de l'interférence constructive, puis des fois destructive. L'interférence constructive, c'est au centre de chacune de ces franges lumineuses-là, chacun de ces points lumineux-là. L'interférence destructive, c'est à cet endroit-là ici, il n'y a pas de lumière entre les points dans le fond. Il y a comme un endroit ici qui ne reçoit pas de lumière. En fait, cet endroit-là reçoit 2 ondes lumineuses qui sont parfaitement désynchronisées, qui sont en antiphase, qui viennent s'annuler une l'autre. Vraiment, ce point-là reçoit 2 ondes lumineuses qui viennent s'annuler. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas du tout de lumière. Interférence constructive, interférence destructive, interférence constructive, interférence destructive. C'est le phénomène d'interférence. On voit aussi le phénomène de diffraction. La lumière passe par des fentes qui sont extrêmement minces. Si la lumière était une particule, ce qu'on verrait apparaître sur notre écran, c'est juste comme 2 points lumineux, 2 lignes lumineuses qui correspondent aux fentes. Puisque les fentes sont extrêmement petites, l'onde lumineuse va avoir tendance à partir comme un cône. La lumière est dispersée ici sur une certaine région, comme tout le centre ici où est-ce que c'est très lumineux. Et ensuite, l'intensité de la lumière va diminuer graduellement jusqu'à une région sombre. Ensuite, ça va remonter un peu. Ça, on va l'expliquer plus tard dans la section 3.4, pourquoi ça diminue, puis ensuite ça remonte. Mais juste le fait que la lumière est très étalée au centre ici,
C'est une manifestation du phénomène de diffraction. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'introduction de la section 3.1. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je voulais vraiment comme prendre le temps de bien expliquer pour qu'on ait une base solide sur laquelle construire tout le chapitre numéro 3. On a vu qu'en envoyant la lumière dans deux fentes en laboratoire, on est capable de voir se manifester le phénomène d'interférence et de diffraction. Donc ça montre que la lumière satisfait au principe de superposition. Ça montre hors de tout doute que la lumière est un phénomène ondulatoire, c'est une onde. Je vous prépare deux autres vidéos pour la section 3.1. Première vidéo, on va parler de si la lumière est une onde, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui oscille, c'est quoi son milieu de propagation, qu'est-ce que ça change, on va parler de ça. Puis ensuite, je vous fais une vidéo sur l'exemple 3.1 où est-ce que je vais vraiment montrer en détail comment résoudre un problème d'interférence. C'est tout, merci beaucoup d'avoir écouté.